Catherine Oppenheim, je m'occupe du service de neuroimagerie et plus particulièrement de la partie recherche sur la plateforme d'imagerie du GHU. J'ai pour mission de vous illustrer la recherche en neuroimagerie en 5 minutes. Alors, c'est un vrai challenge. Tout d'abord, une première diapo pour vous montrer que pour faire de la recherche en neuroimagerie, il faut des outils. Il faut des outils qui soient à la pointe de la technologie, parce qu'on est quand même très dépendant. C'est un peu comme nos ordinateurs. Au bout de 2 ans, ils sont périmés. C'est un peu pareil pour nos machines. On s'est structuré avec une plateforme d'imagerie. On s'est structuré qu'à Label Ibiza. On appartient au réseau d'imagerie du vivant de Paris-Descartes. Et nous avons du personnel dédié à la recherche pour faire fonctionner cette plateforme. Toujours est-il que l'IRM sur laquelle nous travaillons, et c'est principalement sur l'IRM que se font les activités de recherche, a 10 ans, 11 ans, et j'ai le bonheur de pouvoir annoncer que dans 48 heures précisément, nous avons un nouvel appareil qui va être installé dans des locaux dédiés avec une IRM qui sera à la pointe de la technologie et avec un partenariat extrêmement fort avec les industriels, à la fois qui fabriquent la machine mais également en traitement d'image et qui nous assure que cette IRM sera toujours à la pointe de la technologie pendant les 5 prochaines années, ce qui est un élément essentiel pour pouvoir vous fournir des images de bonne qualité. Il faut des outils, mais pas uniquement. Il faut aussi des hommes et des idées. Ces hommes et ces idées, c'est vous autour de la table, c'est les équipes du GHU. Ce sera les équipes industrielles qui vont mettre à notre disposition des compétences d'ingénieurs qui seront présents sur site pour pouvoir nous aider dans nos projets de recherche. Et c'est également les compétences de ceux dont l'image est le métier et qui sont pour la plupart réunis dans l'équipe que je coordonne, donc l'équipe INSERM, qui s'appelle ImaBrain. Il n'y a pas que des imageurs, mais il y a également des compétences neurochirurgicales, des compétences anatomopathologiques qui tous s'intéressent à l'image avec des challenges communs qui sont d'étudier la progression dans le temps des lésions avec les problématiques de recalage d'images pour lesquelles nous avons des compétences méthodologiques, une approche multi-échelle et puis ce qui nous intéresse également, c'est la relation entre la structure et la fonction et je laisserai Johan vous illustrer ces 3 axes à travers une application sur la pathologie neuro-oncologique. On travaille en lien étroit avec l'équipe de Jean-Louis Mage sur la pathologie cérébrovasculaire. On a également sur la pathologie neuro-oncologique et bien évidemment en pathologie mentale. J'ai choisi 3 exemples de projets pour vous illustrer les différents travaux. Alors, je savais que Jean-Louis parlerait d'infarctus cérébral, c'est-à-dire d'artère occluse, et j'ai choisi un autre exemple qui est l'artère qui se rompt. 3% de la population est porteur d'un anévrisme cérébral, c'est-à-dire une petite fragilité dans la paroi de l'artère, et un certain nombre de ces anévrismes vont se rompre. Et l'un des challenges de ces anévrismes, c'est d'essayer de savoir lesquels vont se rompre et lesquels vont rester stables et pour lesquels on n'a pas finalement à prendre des risques thérapeutiques inutiles. On sait parfaitement détecter les anévrismes avec les techniques classiques d'imagerie en sang blanc. Ici un petit anévrisme terminobasilaire, ici un anévrisme de l'artère carotide. On s'est beaucoup intéressé à leur taille, à leur forme, pour essayer de savoir ce qui allait saigner. Et finalement, peut-être que la clé du pronostic et la clé de la prédiction de la rupture anévrismale se situe pas dans la lumière, mais dans la paroi de l'anévrisme, avec une étude de l'inflammation de cette paroi. On sait aujourd'hui non pas uniquement étudier la lumière de l'artère, mais également étudier la paroi de l'artère avec une injection d'un agent de contraste classique qu'on utilise en IRM, du gadolinium. Et on sait qu'un certain nombre de ces anévrismes, ici c'est chez le même patient, un anévrisme peut avoir pas de prise de contraste de la paroi, c'est-à-dire que la paroi ne s'allume pas quand on injecte le produit de contraste. Et au contraire, chez ce même patient, l'anévrisme qui avait saigné, vous voyez ici un rehaussement, une prise de contraste de la paroi de l'anévrisme. Ce sont des marqueurs, un biomarqueur qui est lié à l'inflammation et on a montré qu'il était très reproductible en reproductibilité interobservateur, que la prise de contraste de cette paroi était associée à la rupture de l'anévrisme et qu'il pouvait également apparaître lors du suivi de ces anévrismes. La question qui se pose, c'est est-ce un marqueur pronostique? C'est pas parce qu'il est associé à un saignement qu'il est pronostique. Est-ce qu'un marqueur pronostique indépendant de tous les autres paramètres, c'est-à-dire la forme, la taille de l'anévrisme? Et là-dessus, nous lançons une étude multicentrique sur 1000 patients à l'échelle de la France.
Sur la pathologie neuro-oncologique, je vais être assez brève, mais on rêvait avec l'équipe de Johan de prendre les glioblastomes, vous avez ici un exemple de glioblastome, de les segmenter et de les mettre dans un atlas standardisé pour essayer de mieux comprendre pourquoi certains glioblastomes se révèlent par une crise d'épilepsie par exemple, pourquoi certains sont opérables, d'autres ne le sont pas. Et l'un des challenges était de les mettre dans un atlas, tous recalés de la même façon, ce qui pose des problèmes méthodologiques importants, puisque vous voyez qu'il faut corriger l'effet de masse pour arriver, ça déforme les contours du cerveau. On a réussi à mettre 400 patients porteurs de glioblastomes dans un atlas standardisé, obtenir des cartographies de localisation de ces glioblastomes et également des cartographies selon les symptômes. Et puis après, on peut décliner ça comme on veut, selon l'âge, selon le profil moléculaire, histomoléculaire. Et ça ouvre la porte à plein de recherches. Un premier papier ici publié dans Radiology. Et je finirai par le dernier exemple, qui est un exemple de recherche que l'on peut mener en lien avec nos amis psychiatres. C'est une étude qui est coordonnée par Marion Plaz et Raphaël Gaillard. La question ici est de savoir, essayer de mieux comprendre l'effet de l'électroconvulsivothérapie dans la dépression. Vous savez tous que c'est un traitement extrêmement efficace, mais qui est également délétère, avec des troubles de la mémoire rétrograde qui apparaissent après ces cures de sismothérapie. On veut confirmer tout d'abord que les cures de sismothérapie sont liées à une augmentation du volume de l'hippocampe. Et la deuxième hypothèse qui nous intéresse, c'est d'essayer de savoir si l'efficacité du traitement se fait par le biais d'une augmentation de la neurogenèse qui serait responsable des troubles de mémoire, mais également de l'efficacité thérapeutique. Les résultats préliminaires nous montrent qu'effectivement le volume de l'hippocampe augmente après sismothérapie, que c'est lié à l'efficacité thérapeutique et également lié aux troubles de mémoire rétrograde. Cette étude est en cours actuellement, donc je ne peux pas vous montrer les résultats définitifs. Ce qui nous intéresse au-delà de tout, c'est d'essayer d'analyser la neurogénèse au sein des hippocampes, et nous disposons aujourd'hui de techniques qui nous permettent de quantifier la densité de neurites au niveau des hippocampes, en espérant pouvoir montrer qu'effectivement, après sismothérapie, on augmente la neurogénèse. Et ce sera ma dernière diapositive. Le partenariat avec l'industriel Canon et en traitement d'image est déjà en place à l'université de Bordeaux avec un partenariat tout à fait semblable. Et voilà le type d'image qu'ils arrivent à produire. Ici, une image brute. Ici, une application de débruitage de l'image grâce aux méthodes de deep learning, avec des acquisitions qui sont des images qui deviennent assez spectaculaires en un temps très raisonnable. J'espère qu'on va pouvoir faire la même chose. Merci beaucoup.